Enfin, nous avons les paroles de Loïc Serra qui s'est exprimé sur la nouvelle aile arrière de Ferrari et a révélé pourquoi elle est si innovante, mais surtout quel vide réglementaire ils ont exploité en 2026 et ce qui n'était pas possible de faire en 2025 pour tirer parti de cette aile arrière qui permet de réduire la résistance aérodynamique et donc d'avoir une plus grande vitesse de pointe sur la ligne droite. Nous devons également parler d'une modification qui est passée au second plan, à savoir celle lue devant l'échappement, car c'est là la véritable innovation de Ferrari, et Ferrari mise beaucoup sur le développement aérodynamique, contrairement à d'autres équipes qui se concentrent davantage sur le moteur, comme par exemple Mercedes. Nous devons entendre les paroles de Frédéric Vasseur, de Pierre Wachet, et enfin nous devons parler de la manière dont les équipes prépareront les qualifications et le tour sec, car la gestion énergétique sera fondamentale. Cela dit, commençons tout de suite. La Ferrari SF26 a d'abordé le paddock avec l'échappement aérodynamique, puis ce que tout le monde appelle désormais l'aile Macarena, une aile arrière qui ne se contente pas de s'ouvrir en ligne droite, mais qui tourne jusqu'à presque 270 degrés. Et non, ce n'est pas seulement du spectacle, c'est de la substance. L'XR a été très clair, le règlement de 2026 était une tabula rasa. Une feuille blanche, et une feuille blanche est une énorme opportunité, mais aussi un piège, car lorsque vous avez trop de chemin, vous risquez de vous perdre. La véritable difficulté n'est pas de choisir un concept génial, c'est de garder le plus de portes possibles ouvertes, et Ferrari a manifestement gardé plusieurs portes ouvertes. Commençons par l'aile Macarena. Avec les règles précédentes, un mouvement de ce genre n'aurait pas été possible. Aujourd'hui, oui, l'XR l'a mise en place sans détour. Nous avons compris qu'il y avait un espace dans le règlement pour maximiser l'aérodynamique active et le mode de ligne droite, et nous en avons profité. Ce n'est pas seulement une aile qui s'ouvre plus que les autres, c'est une aile qui réussit à... Ce n'est pas seulement une aile qui s'ouvre plus que les autres, c'est un système intégré dans les parois latérales sans le pilier central, avec des volets supérieurs complètement repensés, une modification structurelle, pas une simple mise à jour. Cela signifie que vous ne pouvez pas le copier en 2 semaines. Mais le véritable coup de génie pourrait être un autre. Et c'est ce volet au-dessus de l'échappement que beaucoup ont sous-estimé. En réalité, c'est peut-être la solution la plus difficile à reproduire, car elle ne provient pas d'un élément aérodynamique placé là à la dernière minute. Elle naît de l'architecture interne de la machine. Ferrari a exploité l'article 9.5.1 du règlement, déplaçant le différentiel aussi en arrière que possible, d'environ 60 mm, et cela a permis de reculer toute la structure arrière, créant de l'espace pour maximiser le volume aérodynamique dans la zone du train arrière. En d'autres termes, ils ont gagné de l'espace réglementaire et cet espace a été transformé en charge. L'aileron autour de l'échappement fonctionne comme une extension maximale du diffuseur, purifiant les flux sales des gaz chauds et exploitant le volume vertical accordé par la norme de la FIA de décembre et couvrant littéralement la zone supérieure de l'échappement. Dans une aire sans effet de sol dominant, donc sans les canaux Venturi au sol, l'interaction entre le châssis et l'unité de puissance devient primordiale et c'est exactement sur cela que Ferrari a travaillé. Et il y a un autre détail fondamental, à savoir les nouvelles unités de puissance de 2026 qui maintiennent des régimes plus élevés, plus longtemps, pour charger les batteries, retardant le lift-off, et donc cela signifie plus de gaz chaud sortant plus longtemps, et ces gaz, si vous les gérez bien, vous offrent une déportance constante en courbe. C'est un avantage qui dépend de l'ensemble du projet, pas d'un seul élément. Et pour y parvenir, Ferrari a dû faire un choix extrême, restreignant radicalement la boîte de vitesse afin de ne pas perturber le diffuseur central. C'est une décision agressive, presque inhabituelle pour une équipe historiquement conservatrice. Mais le signal est aussi que chez Ferrari, cette fois, ils ont décidé de prendre des risques. Et c'est ici que le point clé arrive, copier l'aileron arrière est compliqué. Copier le flap au-dessus de l'échappement est un cauchemar, car cela signifie repenser la transmission, le différentiel, la structure d'impact et refaire les tests de collision, des mois de travail. Peut-être que seule l'AS utilisant des composants Ferrari pourrait s'en approcher, pour les autres, la barrière technique est très élevée. Cependant, l'XR tempère les enthousiasmes et dit une chose très intelligente, la chose la plus importante n'est pas d'avoir une bonne voiture maintenant, mais d'être capable de l'améliorer tout au long de la saison. Et c'est la véritable clé de 2026, avec des règlements complètement nouveaux, nous verrons des dépassements et des contre-dépassements techniques continus, donc peu importe qui part en tête en Australie, ce qui compte, c'est qui développe le mieux entre Melbourne et Abu Dhabi. Et l'XR le sait et envoie un message clair, avec les personnes que nous avons à Maranello, je ne vois pas pourquoi nous ne devrions pas y arriver. Traduit dans le langage de la Formule 1, nous avons commencé fort, mais le meilleur reste à venir. En effet, la bataille sur le front aérodynamique est actuellement remportée par Ferrari, car elle a apporté plus d'innovation que toutes les autres équipes, y compris Mercedes.
Ils ont exploité une règle qui a été modifiée en décembre, à savoir l'article 9.5.1, qui permet donc d'élargir le volume de la voiture à l'arrière, donc l'aileron arrière tourne également en dehors du volume autorisé, mais étant en rotation à ce moment-là, cet aileron arrière innovant de Ferrari est autorisé. En revanche, d'autres ailerons arrière ne tournent pas sur eux-mêmes. Ils sont comme un DRS traditionnel et donc n'élargissent pas le volume de la voiture elle-même. Cette solution, comme mentionné, l'UXR est dérivée d'une modification du règlement. Jusqu'à l'année dernière, il n'était pas possible d'apporter un aileron arrière aussi innovant, aussi extrême, et en effet, cette année, avec cette modification de l'article, cela peut être permis. Mais la véritable nouveauté est celle lue devant l'échappement, car elle permet d'exploiter les gaz d'air chaud qui proviennent de la zone du capot moteur pour générer plus de charge aérodynamique, d'étendre le diffuseur et donc de générer plus de flux à l'arrière, ce qui permet de maintenir la voiture plus stable au sol, surtout dans les virages rapides où il faut modérer l'accélérateur. Et si Ferrari gagne la bataille sur le front aérodynamique, Mercedes, en ce moment, remporte le match sur le front de l'unité de puissance. En ce qui concerne le rapport de compression, que nous savons désormais être de 18 à 1, cela a un avantage net sur la puissance du moteur à combustion interne de ce point de vue. Attention également, la FIA souhaite limiter la puissance du moteur électrique de 50 kW de moins, 100 kW de moins, nous verrons maintenant quand la modification officielle sera approuvée. Cependant, cela sert à avoir plus de puissance électrique à utiliser pendant le tour et le moteur électrique sera utilisé à pleine puissance, donc 350 kW uniquement en mode boost et en mode dépassement. Et donc, cet rééquilibrage interne des règles va certainement avantager Mercedes en ce qui concerne les moteurs, car la maison de Stuttgart a fait un choix très clair, elle a une turbine plus grande, puissance à haut régime et pics maximaux. Ferrari et Red Bull, en revanche, ont choisi une voie opposée, elles ont une turbine plus petite, plus réactive au bas régime et plus de puissance moyenne dans la plage réellement utilisée en course, et ce sont deux philosophies complètement différentes. Cependant, si vous changez les règles en cours de route, par exemple en permettant une utilisation différente de l'électrique sous certaines vitesses, ou en modifiant l'équilibre entre le moteur à combustion interne et le M et GK, vous risquez de favoriser ceux qui avaient misé sur les pics, à savoir Mercedes. Et c'est ici que Ferrari change de champ de bataille, car si tu perds quelque chose sur le moteur, tu le récupères ailleurs. Et Maranello a décidé de parier sur l'aérodynamique, mais pas avec une mise à jour normale, avec une extrémisation qui ne peut pas être copiée par les adversaires. Je tiens à souligner ce point, la modification de Ferrari est une modification structurelle qui concerne aussi le châssis, donc les adversaires ne pourront pas reproduire cette solution de Ferrari, car ils devraient raccourcir la boîte de vitesse, ils devraient raccourcir la voiture. Ce serait une solution trop extrême, cela nécessiterait trop d'heures de développement et aussi de tests de crash supplémentaires, donc ce n'est pas possible. La Ferrari SF26 naît avec un concept très clair, maximiser l'efficacité, réduire la traînée et donc avoir une voiture plus fluide, tandis que Mercedes et Red Bull semblent avoir poussé davantage sur la recherche de l'appui pur. Ferrari, en revanche, travaille sur l'arrière de manière presque chirurgicale. Le petit turbo de Ferrari maintient le moteur V6 en traction à bas régime, plus de gaz chaud à la sortie, et ces gaz ne sont pas simplement évacués, ils sont exploités. À Maranello, ils reprennent un concept qui semblait enterré en 2012 avec le soufflage de l'échappement, mais réinterprété à l'horizon 2026. C'est ainsi qu'est né le mode Flicktail, le célèbre volet devant l'échappement, qui aidera Ferrari à exploiter ces gaz sortant du tuyau d'échappement, et cela fonctionne en synergie avec les extensions du diffuseur sur les côtés, de la structure déformable arrière. Nous savons que même là, sur le diffuseur, Ferrari a atteint la limite réglementaire en termes de dimension. Et donc, lors du test de Bahreïn, lors de la deuxième session, nous avons vu une voiture qui semblait plus douce sur les pneus par rapport à la première session. Meilleure maniabilité au centre du virage, signe que quelque chose là derrière fonctionne bien. Puis il y a l'autre élément qui va faire exploser le paddock. Mais nous devons aussi entendre les paroles de Frédéric Vasseur, qui s'est exprimé dans la presse italienne sur son contrat et sa mission chez Ferrari. Écoutons-les ensemble. Vasseur ne fait rien pour le cacher. Dans la dernière interview, il a été très clair. En Italie, tu peux avoir même 15 ans de contrat, mais l'attitude de la presse ne change pas. Le problème n'est pas son poste, le problème est le bruit qui entoure Ferrari. Et si nous regardons les derniers mois, le climat a été tout sauf serein. Déjà en 2025, les relations s'étaient détériorées, des rumeurs sur de possibles remplacements, des noms évoqués publiquement, des pressions sur des membres de l'équipe. Il y avait aussi la rumeur d'Antonello Coletta qui pouvait prendre la place de Frédéric Vasseur vu le succès obtenu par Ferrari en WEC.
Cette année, on a recommencé de la même manière. Lors des essais à Bahreïn, il y avait une avalanche de questions sur l'ingénieur de piste de Lewis Hamilton après le départ de Riccardo Adami. Vassor y a mis un point. Il dit qu'en Italie, tout est amplifié, tant dans le bon que dans le mauvais. L'euphorie doit être apaisée, la négativité doit être apaisée, car autour de Ferrari, il y a une énergie énorme, et cette énergie, si tu ne la gères pas, te submerge. Le concept clé est un seul, protection. Vassor répète toujours le même mot, je dois protéger l'équipe, pas lui-même, l'équipe. Les personnes qui travaillent dans l'ombre, car quand commencent à circuler des rumeurs sur des techniciens, des ingénieurs, des figures internes, pour lui ce n'est pas du gossip, c'est un manque de respect. Et ici, il y a un passage intéressant. Vassor dit clairement « Je sais où j'en suis avec la direction, je sais quel est mon rapport avec Ferrari, et ce qui me dérange, ce ne sont pas les rumeurs sur moi. Ce sont celles qui touchent ceux qui n'ont pas de voix. » C'est un message très fort, car d'un côté, il reconnaît que la pression de Ferrari est inévitable. Quand tu signes pour la rouge, tu sais que ce sera comme ça. De l'autre côté, il envoie un avis, l'équipe ne doit pas disperser ses énergies dans des polémiques continues. Et ici se trouve le véritable nœud. La Ferrari est différente de n'importe quelle autre équipe. À Brackley, à Milton Keynes, à Woking, la pression est forte, mais elle n'est pas émotionnelle comme à Maranello. En Italie, la Ferrari est politique, identité et fierté nationale. Chaque voix devient titre, chaque doute devient crise. Et Vasseur le sait très bien. Et la saison 2026 a déjà commencé, mais la SF26 montre des idées agressives, des solutions innovantes, une approche plus proche de la limite réglementaire. C'est un moment technique très délicat et, dans ce contexte, avoir un environnement stable en interne est fondamental. Parce que si on commence à se battre sur deux fronts, celui de la piste et celui de l'environnement médiatique, on risque de perdre des énergies précieuses. Et la sensation est que Vasseur est en train de construire une barrière autour de l'équipe, un mur contre le bruit extérieur. Il ne demande pas moins de pression, il demande moins d'interférences. Et maintenant, la vraie question est une autre. Ce conflit continue avec la presse. Est-ce juste une phase ou cela deviendra-t-il un thème central de la saison? Sûrement que cela ne plaît pas à Vasseur toutes les rumeurs qui circulent sur l'ingénieur de piste de Hamilton. En ce moment, nous savons que c'est Carlos Santi. Mais un futur ingénieur de piste, probablement issu de McLaren, arrivera, qui sera Grosjean et devra encore purger Garden League, mais il finira par arriver chez Ferrari. En somme, il y a beaucoup de bruit médiatique autour des figures liées à Ferrari, ceux qui travaillent en interne. Et Vassor lui-même dit qu'il doit protéger l'équipe, il doit protéger les personnes à l'intérieur qui n'ont pas voix au chapitre, qui ne peuvent pas s'exprimer pour se défendre. Et donc, il y a beaucoup d'acharnement sur Ferrari, tant en positif qu'en négatif. Mais cela fait partie du jeu. À mon avis, Vassor n'est pas une figure qui a autant de pouvoir décisionnel au sein de l'équipe en ce moment. Dans le sens où s'il devait se tromper dans le projet avec la Ferrari SF26, c'est lui qui aurait ses heures comptées, donc il a beaucoup de responsabilités dans le projet, mais en même temps, il ne peut pas décider de tout ce qui se passe chez Ferrari. Nous savons qu'à Ferrari, ce n'est pas comme chez Red Bull, tout comme chez Mercedes qui a une structure de gestion du pouvoir plus pyramidale, avec un directeur d'équipe à la tête du projet qui décide de tout ce qui se trouve en dessous. Au contraire, chez Ferrari, il y a une structure plus horizontale, avec de nombreux responsables techniques et également de gestion, et de nombreux responsables qui gèrent donc l'équipe, et la responsabilité du projet est partagée entre ces responsables. En même temps, on cherche toujours un leader inspirant, qui dans ce cas pourrait être Vasseur pour cette saison. Donc pour l'instant, les choses se passent bien, Ferrari adopte la bonne approche, et selon moi, ils ont bien fait de ne pas faire de proclamation au début de la saison, mais de garder les attentes très basses. Ils travaillent de manière concrète, mais attention, si les premiers problèmes devaient émerger, les premières rumeurs commenceront sûrement à circuler. Mais nous devons aussi parler de l'état d'esprit de Red Bull pour 2026, car ils ont dit qu'il n'est pas important d'avoir une bonne voiture maintenant, il est important d'être capable de l'améliorer. C'est ce que Pierre Waché a lu et ce n'est pas une phrase anodine. Parlons de l'homme qui a hérité de l'héritage d'Adrian Newey et ce n'est pas quelqu'un qui s'enflamme pour un bon test à Bahreïn. Au contraire, quand on lui rappelle que la RB19, qui a réalisé 22 victoires sur 23 en 2023, il répond presque agacé « Nous n'avons pas été brillants, les autres ont été moins bons ». C'est cela l'état d'esprit. Red Bull entre en 2026 avec une révolution totale, une nouvelle unité de puissance fabriquée en interne, avec Ford, un nouveau règlement aérodynamique, la fin de l'effet de sol extrême. Et au lieu de faire des proclamations, Waché déplace immédiatement l'attention sur un autre point, la fiabilité. Commençons par le moteur. L'unité de puissance chez Red Bull Ford était la grande inconnue, tout le monde s'attendait à des problèmes, des retards, une fiabilité précaire. Au lieu de cela, à Bahreïn, le moteur a bien fonctionné, il était fiable, constant dans sa délivrance, capable de soutenir de l'énergie aussi bien en tour sec que lors des longs relais.
Et Wachel a dit clairement, le travail du département moteur a été hallucinant, performant et fiable. Mais attention, ce n'est pas l'unité de puissance le véritable centre du discours. Le cœur de 2026, selon Wachel, se trouve derrière, dans le diffuseur et le contrôle des flux. Avec la fin de l'effet de sol dominant, l'arrière commence en fait à redevenir le véritable champ de bataille. Non pas tant pour générer de l'appui pur, mais pour contrôler comment l'air arrive au fond et est extrait par le diffuseur. Et c'est ici que Red Bull a fait quelque chose de très intéressant. En effet, le fond de la RB22 ne suit pas la philosophie dominante des 5 bandes parallèles. Red Bull a réinterprété le 5e élément en créant une longue paroi courbe sur laquelle s'imbriquent les autres appendices. Traduit, cela a divisé l'entrée du fond en 2 canaux distincts. Un intérieur qui alimente le flux sous la voiture vers le diffuseur et un extérieur qui dévie l'air vers l'extérieur, générant de l'appui au centre de la voiture, mais surtout repoussant les turbulences des roues avant. En pratique, cela a recréé une partie de l'effet outwash que la FIA voulait limiter. Et ici, nous revenons au traditionnel bras de fer entre régulateurs et ingénieurs. La FIA essaie de réduire l'outwash pour favoriser les dépassements, et Red Bull trouve une solution pour le ramener à l'intérieur de manière indirecte. Est-ce légal? Oui. Est-ce dans l'esprit de la règle? Probablement non. Est-ce génial? Eh bien, certainement oui. Ce qui est intéressant, c'est que Wash lui-même prévoit une nouvelle convergence rapide. Aujourd'hui, nous voyons des concepts différents les uns des autres, mais dans quelques mois, quand nous comprendrons qui a trouvé la bonne direction, tout le monde copiera. Comme cela s'est également produit lors de la dernière ère réglementaire avec l'effet sol. Mais la véritable clé n'est pas la solution initiale. Wachero dit clairement que le concept global n'est pas bloqué. Vous ne pouvez pas tout changer, mais vous pouvez modifier beaucoup. La saison sera remportée par celui qui saura évoluer le plus rapidement. C'est la différence entre avoir une bonne voiture en février et avoir une voiture championne en novembre. Red Bull a construit sa force ces dernières années précisément sur cela. Le développement agressif, des mises à jour continues et la capacité de renverser les valeurs en quelques mois. Nous nous souvenons également qu'en 2025, Red Bull est devenue soudainement très forte dans la seconde moitié de la saison avec Verstappen qui a commencé à gagner de nombreuses courses. Il était en lutte pour le titre contre Norris jusqu'à la dernière course. En somme, lorsque McLaren avait déjà archivé la saison 2025 après la pause estivale en pensant avoir le titre en poche, eh bien Red Bull a beaucoup récupéré à partir de ce moment-là. Washington freine également ici l'enthousiasme car ce n'est pas ce que nous avons fait dans le passé qui compte et donc nous le ferons certainement à nouveau cette année. Le 226 est une véritable révolution, aucune certitude. Mercedes semble peaufiner, très soignée dans les détails, elle semble être l'équipe favorite. Ferrari pousse à l'extrême sur l'aérodynamique, sur l'exploitation et les gaz d'échappement. McLaren cherche un équilibre aérodynamique sur la voiture. Red Bull travaille sur les flux et le diffuseur. Ce sont 4 voies différentes et peut-être que la phrase la plus importante de toutes est justement celle initiale. Peu importe qui parle mieux, mais il est important de savoir qui évolue, qui change le mieux au cours de la saison. Et nous devons également parler de la gestion énergétique des qualifications car il sera fondamental d'exploiter au maximum l'énergie pendant le tour en accélération et d'avoir de l'énergie pour toute la durée du tour, donc ne pas utiliser toute l'énergie électrique au début pour ensuite se retrouver à court. Et donc, il sera important à la fois de récupérer l'énergie lors des différents freinages, mais aussi de l'utiliser aux bons endroits. Voyons quelles sont les stratégies pour l'utilisation de l'énergie en qualification. Le thème central de cette nouvelle ère est la gestion de l'énergie. La MGK passe de 120 kW à 305 kW et a presque triplé, mais la batterie est pratiquement la même. En somme, elle a beaucoup plus de puissance électrique, mais tu peux l'utiliser pendant moins de temps. À chaque tour, tu as 8,5 MJ à répartir et où tu les mets fait toute la différence. Prenons par exemple Bahreïn. Jusqu'en 2025, tu sortais du dernier virage et tu enfonçais l'accélérateur à 100% immédiatement. L'objectif était d'arriver à la ligne d'arrivée avec la vitesse maximale possible. La batterie se vidait plus lentement et la MGH aidait à transférer de l'énergie. Le risque de se retrouver sans électricité était beaucoup plus faible. En 2026, tout change. Maintenant, si tu sors du dernier virage et que tu enfonces immédiatement la pédale, tu risques de brûler de l'énergie avant même de commencer le tour lancé. Et surtout, cela anticipe la phase de dégradation, c'est-à-dire le moment où l'électrique cesse de pousser et où seul le moteur thermique reste. Et quand cela se produit, tu le sens. Lors des tests de Sakhir, cela a été clairement visible. Les pilotes n'ouvrent plus immédiatement l'accélérateur. Ils spatialisaient 60%, 70% jusqu'à une certaine distance de la ligne d'arrivée. Ce n'est que dans les derniers mètres qu'ils atteignent 100%. Pourquoi? Parce que l'objectif n'est pas d'arriver à la ligne d'arrivée à la vitesse la plus élevée possible.
c'est d'y arriver à la vitesse idéale. Cela te permet ensuite de commencer le tour avec le bon équilibre entre la poussée électrique et la durée de la charge. Si tu accélères trop tôt, cela se produit. Tu atteins le pic de vitesse trop tôt. L'MGK se décharge. Tu commences la dégradation. Et tu perds de la poussée au moment où tu en as besoin. Fondamentalement, tu restes avec un moteur limité. Le moteur électrique ne pousse plus. Et donc, tu restes avec un moteur thermique qui est pratiquement déclassé. Dans le Tour de Leclerc à Bahreïn, c'était très clair. La Ferrari SF26 atteint environ 320 km/h, mais elle perd ensuite aussi 25 km/h avant le freinage, parce que l'électrique se remet à zéro et ne reste que le thermique. Si elle avait accéléré plus tôt, ce pic serait arrivé encore plus tôt, et le dérating aurait commencé au niveau de la ligne d'arrivée, pénalisant non seulement la ligne droite principale, mais aussi celle vers le virage 4, où il n'y a qu'un seul vrai freinage pour récupérer de l'énergie. Et c'est ici qu'apparaît un autre phénomène nouveau, à savoir le superclipping, le moment où le moteur thermique est utilisé pour recharger la batterie, sacrifiant la performance pure. Donc oui, dans certaines situations, accélérer moins en sortant du dernier virage te rend plus rapide au tour. C'est une Formule 1 plus technique, plus stratégique et moins instinctive. Sur des pistes avec de très longues lignes droites ou plusieurs allongements consécutifs, la gestion sera encore plus critique. Le point exact où ouvrir les gaz ne sera pas un choix du pilote, mais un calcul d'ingénierie. Et je comprends ceux qui disent que ce n'est plus la Formule 1 d'autrefois, parce que la réalité est que la Formule 1 a toujours été un laboratoire. Sauf qu'aujourd'hui, la limite n'est plus seulement aérodynamique, mécanique, mais énergétique. Et la qualification n'est plus seulement une question de pied droit collé au fond. Donc, ouvrir le gaz à fond. C'est une question de quand utiliser ce pied. Et en 2026, le pilote le plus rapide pourrait être celui qui sait attendre. Une demi-seconde de plus avant d'enfoncer l'accélérateur à fond, et donc gérer au mieux l'énergie électrique. Je vous comprends parce que c'est une Formule 1 de plus en plus mentale et moins instinctive. Et donc, cela peut plaire, cela peut ne pas plaire. Mais cette année, il sera fondamental de gérer l'énergie électrique pendant le tour de qualification. Donc, ne pas pousser tout de suite à fond, mais essayer de bien gérer l'énergie pour l'avoir à tous les moments des lignes droites, et aussi en sortie de virage, pour maximiser les vitesses ensuite pendant le tour. Donc, celui qui réussira à avoir un turbo et donc une meilleure gestion de l'énergie électrique. Il parviendra à avoir un avantage sur la piste. Nous verrons donc quelle équipe aura le mail à ce sujet et quel pilote réussira à mieux gérer l'énergie électrique pendant le tour de qualification. Dites-moi votre avis dans les commentaires sur tous les sujets que nous avons abordés dans la vidéo. L'arrière de la Ferrari, la lecture devant l'échappement, les déclarations de Loïc Serra, Vasseur et de Pierre Wachet, je suis curieux de lire et de répondre à tous vos commentaires. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur le thème de la Formule 1 et sur le thème de Ferrari. Ici, c'est tout pour l'instant. On se retrouve dans une prochaine vidéo.